Ce soir, partons ensemble à la découverte de 3 des lieux les plus hantés des États-Unis. La Whaley House, le manoir Lamb et le Crescent Hotel. Installez-vous et faisons face ensemble au comble de l'horreur. San Diego, milieu du XIXe siècle. La ville n'est encore qu'un territoire en expansion, une terre où tout semble possible. Les rues sont poussiéreuses, les bâtiments de bois grincent sous le vent du Pacifique, et dans l'air flotte une promesse de prospérité. Thomas Whaley, un homme ambitieux d'origine new-yorkaise, marche d'un pas décidé à travers ce décor de pionnier. Il n'est pas venu en Californie seulement pour faire fortune. Il veut laisser une trace, ériger quelque chose qui incarnerait la réussite. En observant une parcelle de terrain sur un petit plateau dominant San Diego, il arrête son regard. Le lieu lui paraît idéal. L'endroit est vaste, dégagé, baigné de lumière. Mais les habitants murmurent, car ce sol a déjà connu la mort. Ignorant les superstitions, Whaley imagine déjà une demeure majestueuse, bâtie en briques rouges importées d'ailleurs, chose rare dans une région où presque toutes les maisons sont de bois. Il veut une maison solide, belle, qui témoignera du raffinement de sa famille. Les ouvriers se mettent à l'ouvrage. Chaque coup de marteau résonne dans l'air, comme un écho au rêve de cet homme. Les murs s'élèvent peu à peu. La façade prend forme, imposante et élégante. De larges fenêtres promettent d'inonder les pièces de lumière. À l'intérieur, Whaley projette un parquet brillant, des escaliers solides, un mobilier choisi avec soin. Il imagine déjà ses enfants courant dans les couloirs, sa femme, Anna, recevant des invités dans le salon, les rires et la musique emplissant les pièces. Mais chaque soir, quand les ouvriers quittent le chantier, un silence pesant s'installe. Un silence que le vent seul semble briser, en faisant claquer des planches ou en sifflant à travers les ouvertures béantes. Certains jurent avoir entendu des pas lourds alors que personne n'était présent. D'autres disent avoir vu, dans la pénombre, une silhouette se balancer au bout d'une corde imaginaire, juste là où se dresse désormais l'entrée. Whaley, lui, ne veut rien entendre. Pour lui, ces rumeurs ne sont que les vestiges d'un passé révolu, des superstitions locales sans importance. Sa maison sera un symbole de modernité, un lieu de vie et de prospérité. Et quand enfin la construction est terminée, la Whaley House s'impose comme l'une des plus belles demeures de San Diego. Pourtant, derrière l'élégance de ces briques rouges, l'ombre d'un passé tragique n'a jamais cessé de hanter les fondations. Car, avant même que la première pierre ne soit posée, le terrain portait déjà une marque indélébile, celle d'une exécution publique. Bien avant que Thomas Whaley n'ait posé un seul regard sur ce terrain, un autre homme avait déjà inscrit son nom dans la terre sèche de San Diego. Son nom, les habitants le murmuraient avec crainte. James Yankee Jim Robinson. C'était un colosse à la réputation de voleur et d'escroc. Sa grande taille
et sa carrure imposante lui donnait un air de géant. Mais ses affaires douteuses finirent par le mener à la potence. L'histoire raconte qu'il avait tenté de voler une barque, un crime qui, à l'époque, suffisait pour condamner un homme. Nous sommes en 1852. Le soleil brûle la terre. Et sur ce même terrain, où s'élèvera plus tard la Whalley House, une potence de fortune est dressée. La population s'est rassemblée, avide de spectacle. Les murmures s'élèvent comme une rumeur sombre. Les bottes de Yankee Jim résonnent lourdement sur les planches en bois. Menotté, il garde pourtant la tête haute, un sourire moqueur accroché aux lèvres. Lorsque la corde est passée autour de son cou, son regard se perd dans la foule. Certains disent qu'il lança un rire rauque, presque défiant, comme s'il refusait de craindre la mort. Mais ce jour-là, l'exécution fut d'une cruauté particulière. La potence était trop basse. Quand la trappe s'ouvrit, le corps de Yankee Jim ne tomba pas assez pour lui briser la nuque. Ses longues jambes touchaient presque le sol. Alors, sous les yeux des spectateurs, il se débattit, suffocant, son corps oscillant de gauche à droite dans un silence pesant. Il mit plusieurs minutes à quitter ce monde. Plusieurs minutes durant lesquelles ses râles, ses grincements de dents et ses gémissements résonnèrent sur la colline. Les témoins, frappés par l'horreur de cette agonie, restèrent marqués à vie, et le sol, lui, garda la mémoire de ce dernier souffle. Des années plus tard, quand Whalley choisit d'y bâtir sa demeure, beaucoup chuchotèrent que l'esprit de Yankee Jim n'avait jamais quitté les lieux. Certains affirmaient même l'avoir aperçu, une ombre immense, démesurée, errant entre les fondations. Un géant condamné à rejouer son supplice éternellement. Et lorsque, enfin, la maison fut habitée, les premiers à témoigner de sa présence furent ceux de la famille Whalley elle-même. Des pas lourds résonnaient dans les couloirs, comme si un homme de grande taille avançait lentement, pesamment, sur le parquet. La maison n'était qu'au début de son histoire, et déjà, l'ombre de Yankee Jim s'y installait pour ne plus jamais la quitter. 1857. Les malles claquent, les meubles grincent contre le parquet fraîchement ciré. Dans le grand salon, aux murs immaculés, Anna Whalley dépose un bouquet de fleurs sauvages, espérant y faire entrer un peu de douceur. Les rires des enfants résonnent déjà, courant dans les couloirs, comme si la maison leur appartenait depuis toujours. Le jour, tout respire la promesse d'un nouveau départ. La cheminée fume gaiement, l'odeur du pain chaud emplit la cuisine, et Thomas regarde son domaine avec fierté. Mais la nuit, l'atmosphère change. Les craquements deviennent plus lourds, plus précis, comme si des pas suivaient les Whalley d'une pièce à l'autre. Une première fois, Anna se fige. Elle vient de border son bébé lorsqu'un bruit sourd résonne à l'étage. Lourd, traînant, comme des bottes qu'on arrache au sol. Thomas monte aussitôt, inspecte chaque chambre, mais tout est vide. Pourtant, le parquet porte encore la trace d'un poids invisible.
comme une pression qui se relâche soudain. Puis viennent les murmures. Dans l'escalier, les enfants assurent avoir entendu quelqu'un prononcer leur prénom. Un souffle étouffé, rauque, qui s'éteint à mesure qu'ils approchent. La peur s'installe doucement, infiltrant chaque recoin de la maison. Un soir, alors que la famille se réunit dans le salon, une odeur de tabac envahit la pièce. Anna serre son mouchoir sur son visage. Thomas ouvre les fenêtres en grand, mais rien n'y fait. Le parfum reste suspendu, presque moqueur. Et derrière la vitre, dans la cour, un voisin croit voir une silhouette passer lentement avant de disparaître dans l'ombre du mur. La maison Wallet est pleine de vie, mais elle n'est jamais seule. D'ailleurs, elle ne tarda pas à réclamer son tribut. Dans la chambre du haut, le petit Thomas Junior, à peine 18 mois, tombe malade. Anna passe des nuits entières à veiller son berceau, tenant la main de son enfant brûlant de fièvre. Les rideaux tirés, la lampe à huile vacille, projetant des ombres immenses sur les murs. La maison est silencieuse, presque trop. Puis, un soir, l'enfant cesse de respirer. Le cri d'Anna déchire les murs, et dans le couloir, certains jurent avoir entendu un autre cri, grave et étouffé, comme un écho venu du passé. Celui de Yankee Jim, condamné, qui se mêle à la douleur de la mère. Mais la tragédie ne s'arrêta pas là. Les années passent, et la fille aînée, Violette, grandit sous ce toit. Belle, douce, mais marquée par une mélancolie que personne ne parvient à apaiser. Mariée trop vite à un homme qui l'abandonne, elle revient dans la maison familiale, les yeux vides, l'âme brisée. Un matin, la servante pousse un hurlement. Violette est retrouvée dans la cour, une balle logée dans sa poitrine. Elle s'est tirée dessus avec l'arme de son père. Le sang s'infiltre entre les pierres et Anna s'effondre une nouvelle fois dans les bras de son mari Thomas. À partir de ce jour, la maison semble se nourrir de leur peine. Dans les escaliers, des pas résonnent, plus lourds, plus insistants. La silhouette de Violette apparaît parfois au pied du lit de sa mère, vêtue de la même robe claire qu'elle portait le jour de sa mort. Dans la chambre du haut, là où le petit Thomas Junior avait rendu son dernier souffle, certains visiteurs affirment sentir une atmosphère étouffante, comme si l'air s'alourdissait soudain. Plusieurs disent même avoir entendu un léger sanglot, un souffle glacé qui se perd entre les murs. La maison Wallet devient un tombeau vivant, chaque pièce portant la trace d'une tragédie. On ne s'y installe plus, on y survit. Et toujours, derrière chaque porte entr'ouverte, on croit sentir une présence qui observe, immobile, comme si les murs eux-mêmes gardaient en mémoire chaque drame. Après ces 2 morts tragiques, la douleur frappa la famille tellement fort en plein cœur que Thomas Wallet, brisé, ne retrouva jamais sa vitalité d'antan. Ses affaires déclinèrent et la maison
devint un poids trop lourd à porter. Il finit par s'éteindre en 1890, dans une relative indifférence, laissant derrière lui une demeure déjà marquée par la malchance. Anna, son épouse, survécut plusieurs années encore. Vieillissante, elle tenta de préserver ce qu'il restait de la maison, mais elle n'avait plus ni les moyens ni la force de lui rendre sa gloire passée. Elle mourut à son tour en 1913, dans l'indifférence du voisinage. Peu à peu, la demeure fut laissée à l'abandon. Les planchers craquaient sous le poids du temps. Les rideaux déchirés laissaient entrer le soleil poussiéreux de San Diego. Les héritiers Wallet, incapables ou réticents à habiter les lieux, désertèrent définitivement. Et c'est dans ce silence que naquit la légende. Les habitants du quartier racontaient entendre des rires d'enfants derrière les vitres sales, apercevoir une silhouette féminine flotter dans le couloir, ou sentir une présence lourde sur l'escalier. La maison semblait refuser d'appartenir au passé. Des décennies plus tard, au XXe siècle, la bâtisse fut rachetée, restaurée, puis ouverte au public. D'abord comme curiosité historique, puis comme véritable musée hanté. Les guides n'avaient même pas besoin d'inventer. Les visiteurs eux-mêmes rapportaient leurs visions, leurs frissons, leur terreur. La Wallet House est aujourd'hui classée site historique de Californie. Mais pour beaucoup, ce n'est pas seulement une relique de l'époque victorienne, c'est le tombeau invisible d'une famille déchirée par la malédiction. Saint-Louis, fin du XIXe siècle. Le bruit des carrioles résonne dans les rues pavées, tandis que les cheminées d'usine crachent un voile de fumée au-dessus de la ville. Au cœur de cette effervescence industrielle, une famille prospère connaît une ascension fulgurante. Les Lemp, brasseurs de renom. Leur bière est servie dans toutes les tavernes. Leur nom inspire respect et jalousie. C'est Johann Adam Lemp, immigré allemand, qui a fondé l'empire. Mais ce sont ses descendants qui en récoltent les fruits, bâtissant une fortune colossale. Et avec la richesse vient l'ambition. La famille décide de faire ériger un manoir à la hauteur de sa gloire. Le manoir des Lemp, aussi appelé le Lemp Mansion, surgit ainsi dans le paysage de Saint-Louis. Une demeure imposante, construite de briques sombres, aux fenêtres hautes et sévères. Les murs renvoient l'écho des rires des réceptions fastueuses, des vers qui s'entrechoquent et des musiques entraînantes jouées au piano. Tout respire la réussite, la grandeur, et pourtant, derrière les murs, l'ombre s'installe déjà. Car si le manoir se veut un symbole de prospérité, il deviendra bientôt un mausolée de drame. La pierre, froide et immobile, sera le témoin muet de destins brisés, de secrets étouffés et de vies arrachées dans la douleur. Le manoir, imposant et richement décoré, semblait pourtant plus lourd qu'une maison de maître. Ses murs, tapissés de boiseries sombres, renvoyaient une impression étouffante, comme si chaque recoin absorbait la lumière. C'est dans ce décor cossu, mais oppressant, que William Lemp, patriarche de la dynastie brassicole,
vit son univers s'effondrer. Un soir d'hiver, alors que la ville de Saint-Louis s'animait au loin, William s'était réfugié dans son bureau lambrissé. Les rideaux épais filtraient la lueur des lampes à gaz, laissant la pièce dans une pénombre fumeuse. La pendule murale battait les secondes avec une régularité implacable. Le poids des affaires déclinantes, la honte et la solitude l'écrasaient. Les domestiques, postés dans le couloir, entendirent un bruit sec, suivi d'un silence glaçant. Quand la porte s'ouvrit, William gisait, inerte, le regard vide, figé à jamais dans ce bureau désormais souillé par sa faim. Le manoir, dès cet instant, sembla changer d'âme. Les couloirs, déjà sombres, se firent plus lourds. Les domestiques parlaient à voix basse, redoutant que chaque écho réveille l'esprit du maître. Mais les malheurs ne s'arrêtèrent pas là. Quelques années plus tard, son fils, rongé par les mêmes démons, s'éteignit à son tour dans une chambre à l'étage. L'air y était devenu irrespirable, saturé d'une tristesse poisseuse. La maison, pierre par pierre, s'imprégnait de ses désespoirs. Mais la rumeur la plus tenace concernait un enfant, caché dans les profondeurs du manoir, atteint d'une difformité que la famille jugeait honteuse. Il aurait vécu enfermé, loin des regards, dans une pièce secrète. Des voisins disaient avoir entendu, par les soupiraux du sous-sol, des sanglots étouffés ou de petits pas résonnant dans la nuit. Personne ne sut jamais s'il s'agissait d'une légende ou d'un drame bien réel. Mais l'histoire marqua à jamais l'aura sinistre du lieu. Chaque étage, chaque pièce du manoir portait désormais la trace de ses destins brisés. Les rideaux semblaient toujours flotter d'un souffle invisible. Les escaliers gémissaient sans qu'aucun pas ne les foule. Et les invités, d'abord venus dîner dans le grand salon, affirmaient parfois ressentir un frisson soudain, comme si les membres défunts de la famille Lemp continuaient de rôder, prisonniers de la maison qu'ils n'avaient jamais vraiment quittée. La famille Lemp s'était bâti un empire brassicole qui semblait inébranlable. Mais derrière les façades de pierre et les salons élégants, une lente descente aux enfers avait marqué chaque génération. Les années avaient défilé et la fortune qui avait tout bâti s'était effritée, laissant derrière elle une demeure plus lourde de souvenirs. Après la disparition tragique de plusieurs membres de la lignée, les survivants tentèrent de sauver les apparences. Charles, dernier héritier à occuper la maison, vivait presque en reclus, fuyant les mondanités, préférant s'enfermer dans les pièces sombres de la demeure, plutôt que d'affronter la rumeur qui courait dans tout Saint-Louis. Le manoir Lemp était désormais un tombeau vivant. Les domestiques racontaient que les volets restaient fermés même en plein jour, que des pas résonnaient dans les couloirs alors que Charles était seul et qu'il lui arrivait de crier dans la nuit comme s'il tenait une conversation avec des absents. Les rares visiteurs admis repartaient glacés. Dans le grand salon, le regard de Charles fuyait toujours vers un coin d'ombre, comme si une présence invisible l'y attendait. Un matin, les serviteurs retrouvèrent son corps dans sa chambre. Son chien, fidèle, était à ses côtés, mort lui aussi, comme s'il avait suivi son maître dans l'au-delà. La scène glaça tout le manoir.
et certains affirmèrent avoir entendu, la nuit suivante, le bruit du chien qui grattait à la porte close. Quand son histoire prit fin, le manoir fut définitivement scellé par une aura de malheur. La famille, éclatée et ruinée, ne se releva jamais vraiment. La brasserie Lemp, jadis fleuron économique, fut liquidée et les murs de la maison devinrent le dernier héritage de cette dynastie brisée. À partir de là, la bâtisse changea plusieurs fois de main. Aucun acquéreur ne resta longtemps. Hôtel particulier, pension, puis restaurant, chaque tentative de redonner vie au lieu se heurta aux mêmes rumeurs. Clients et employés se plaignaient de silhouettes fugaces dans les couloirs, de portes qui claquaient seules, de pleurs étouffés montant des étages vides. Dans la cave, on disait que l'air restait glacial, même en plein été, et que parfois, une odeur de bière aigre semblait flotter, rappel cruel de l'Empire perdu. Aujourd'hui, le manoir des Lemp est un restaurant et une maison d'hôtes. On peut y réserver une chambre ou s'asseoir à table, mais beaucoup franchissent ces portes pour une autre raison, affronter ces fantômes. Clients et employés rapportent les mêmes phénomènes troublants. Des draps qui se froissent d'eux-mêmes, une silhouette en costume ancien qui erre dans les couloirs, des pleurs étouffés montant des étages vides. Certains affirment que Charles, dernier maître des lieux, n'a jamais quitté la maison et continue d'y hanter les nuits des vivants. La demeure, belle et maudite, s'impose comme le monument d'une chute irréversible, celle d'une famille consumée par ses démons et d'un héritage désormais voué à hanter les vivants. Mais si le manoir Lemp a conservé ses fantômes familiaux, d'autres lieux aux États-Unis semblent avoir été bâtis pour attirer les esprits. Direction Eureka Springs, dans l'Arkansas, où trône un hôtel aussi majestueux qu'inquiétant, le Crescent Hotel. Imaginez une colline boisée, noyée dans une brume matinale, au cœur de l'Arkansas. Nous sommes en 1886. Les ouvriers frappent la pierre. Leurs coups de marteau résonnent dans l'air humide. Lentement, étage après étage, se dresse une bâtisse gigantesque. Pas une simple auberge, mais un palais de pierre calcaire, aux murs si épais qu'il semble vouloir défier le temps. C'est le Crescent Hotel. Les habitants de Eureka Springs observent sa silhouette croître chaque jour. La ville, déjà réputée pour ses sources miraculeuses, se prépare à accueillir un joyau. Un hôtel pensé pour la haute société. On y promet le luxe absolu, un lieu de cure et de plaisir où l'on pourrait boire l'eau guérisseuse des collines et entre deux traitements, danser jusqu'au petit matin. Quand vient l'inauguration, les premières calèches gravissent l'allée sinueuse menant à l'hôtel. Des dames en robe de soie descendent, leurs éventails battent en l'air, suivis de gentlemen. Dans le grand hall, le parquet brille comme un miroir. Les lustres de cristal jettent une pluie de lumière dorée sur les visages. Des rires éclatent, des coupes de champagne tintent. On se croirait presque dans un château européen transporté au milieu de la forêt américaine. Mais derrière cette image, le bâtiment garde déjà une cicatrice. Lors de la construction,
un jeune ouvrier, tailleur de pierre, a glissé du haut du 4e étage. Sa chute a brisé son corps contre le sol rocailleux. Ses compagnons jurèrent avoir vu son ombre errer au crépuscule près de l'escalier qu'il n'avait pas eu le temps d'achever. Certains disaient qu'il n'était pas parti, que son dernier cri s'était imprimé dans les murs. La nuit, quand les clients riches s'installaient dans leur suite au haut plafond, il arrivait que des domestiques rapportent un bruit de pas lourd dans l'aile inachevée, des coups secs, comme ceux d'un marteau résonnant à travers les poutres, alors qu'aucun ouvrier n'y travaillait plus. Le Crescent Hotel était né, imposant, splendide, mais déjà maudit. Année 1930. L'Amérique se débat dans la Grande Dépression. Les fortunes s'écroulent, les familles peinent à se nourrir. Et dans les villes, comme dans les campagnes, une maladie effraie plus que la misère, le cancer. À l'époque, il n'y a pas encore de vrai traitement, pas de chimiothérapie, pas de radiothérapie. Les malades, désespérés, s'accrochent à la moindre promesse. C'est dans ce climat que le Crescent Hotel ouvre un nouveau chapitre de son histoire. L'homme, qui se présente comme son sauveur, s'appelle Norman Baker. Grand, impeccablement coiffé, toujours vêtu de costume blanc immaculé. Il avait l'air d'un médecin, mais il n'en était pas un. Ce qu'il possédait, en revanche, c'était une éloquence de marchand de rêve. Il se proclamait docteur, mais en réalité, c'était un charlatan qui n'avait jamais obtenu de diplôme de médecine. Il s'empara de l'hôtel, rebaptisé Baker Center Hospital. L'ancien palais luxueux se transforme en hôpital. Là où les riches dansaient autrefois au son des violons, on installe des lits de fer. Les couloirs, autrefois emplis de musique et de parfums, sentent désormais l'éther et l'humidité. Les malades arrivent de tout le pays, des femmes, des hommes, parfois des enfants, certains encore capables de marcher, d'autres transportés sur des brancards. Leurs visages sont pâles, amaigris, mais leurs yeux brillent encore d'un reste d'espoir. Ils croient aux promesses de Baker. Je peux vous guérir, sans chirurgie, sans douleur, grâce à ma formule miracle. La fameuse formule, un mélange grossier d'eau, de carbolique et de jus de pastèque. Rien qui puisse guérir. Juste un liquide amer, injecté jour après jour, tandis que les patients s'affaiblissent peu à peu. Imaginez ces chambres, de hauts plafonds, les rideaux toujours tirés, et ce silence oppressant, brisé seulement par des toux, des gémissements et parfois des pleurs étouffés. Les infirmières, de jeunes femmes habillées en blanc, marchent à pas rapides dans les couloirs, un plateau d'injection à la main. Certaines savent, au fond d'elles, que ce traitement est une imposture. Mais Baker contrôle tout. Sa voix résonne, autoritaire. Pas de doute, pas de question. Nous guérissons ici. La rumeur raconte que la nuit, les patients qui succombaient étaient discrètement descendus dans les sous-sols. Les rares qui se sont aventurés à parler évoquent une petite salle froide près de la chaudière, où les corps sans vie s'entassaient avant d'être évacués. Et au-dessus, dans son bureau luxueux, Baker comptait ses liasses de billets. Il avait transformé la souffrance en commerce. Aujourd'hui encore,
ceux qui séjournent dans l'hôtel racontent que les couloirs de l'aile Baker dégagent une lourdeur particulière. Certains affirment avoir vu, dans un reflet de vitre ou au détour d'une chambre, l'apparition d'hommes et de femmes en pyjama d'hôpital, marchant lentement, le regard vide, comme s'ils cherchaient une guérison qu'ils n'ont jamais trouvée. Le Crescent n'était plus un hôtel, il était devenu un tombeau médical. Quand Norman Baker fut enfin arrêté pour fraude médicale, les portes de son hôpital se fermèrent brutalement. Les habitants de Eureka Springs n'oublièrent jamais le cortège d'ambulances qui quitta l'hôtel, ni le silence pesant qui retomba sur la colline. Des dizaines, peut-être des centaines de vies s'étaient éteintes entre ces murs, sans jamais connaître de véritables soins. Le Crescent resta longtemps à l'abandon. Ses couloirs immenses, privés de lumière et de chaleur, résonnaient du craquement du bois et du sifflement du vent. Les vitres brisées laissaient passer la pluie, et les fresques, autrefois brillantes, s'effritaient peu à peu. L'ancien hôtel devint un géant endormi, menaçant de s'effondrer à tout moment, mais toujours debout, comme s'il refusait de disparaître. Dans les années 1940, puis 1950, plusieurs investisseurs tentèrent de lui redonner vie. Pensionnats, résidences privées, même simple bâtiment municipal, tout échoua. Le Crescent semblait rejeter chaque tentative de renaissance. Jusqu'à ce qu'en 97, un couple passionné, Véronique, décide de restaurer l'hôtel dans toute sa splendeur victorienne. Des millions de dollars furent investis. Et, pierre après pierre, le Crescent retrouva ses colonnes blanches, ses salons majestueux, ses chambres luxueuses. Mais, sous cette nouvelle façade élégante, l'ombre de son passé persiste. Car aujourd'hui, le Crescent n'est pas seulement un hôtel de charme 4 étoiles. Il est aussi l'un des lieux les plus réputés pour ses phénomènes paranormaux aux États-Unis. Les visiteurs affluent du monde entier. Certains viennent pour l'histoire, d'autres pour le frisson. Des visites nocturnes sont organisées, guidant les curieux dans les sous-sols de l'Air Baker. Dans cette cave étroite, on montre encore la petite salle froide où les corps auraient été entreposés. Beaucoup de touristes disent ressentir immédiatement un poids sur leurs épaules, comme si l'air devenait plus dense. Dans les chambres, les récits se ressemblent. Le fantôme d'une infirmière poussant un chariot dans le couloir. Et surtout, les apparitions de patients en pyjama d'hôpital, translucides, qui s'évanouissent au détour d'un couloir. Certains clients quittent l'hôtel précipitamment après une seule nuit, incapables de supporter les coups sourds dans les murs ou la sensation d'être observés dans leur sommeil. D'autres, fascinés, reviennent chaque année pour tenter de croiser ses présences. Ainsi, le Crescent est redevenu un lieu vivant, un hôtel accueillant, mais aussi un musée de ses propres fantômes. Une bâtisse où luxe et tragédie cohabitent et où chaque visiteur est invité à dormir au cœur même de l'histoire. Et à Eureka Springs, une phrase revient souvent. On peut quitter le Crescent, mais le Crescent, lui, ne nous quitte jamais. 3 lieux, 3 destins différents, mais une même empreinte, celle de drames trop lourds pour disparaître.
des murs encore habités, des échos qui traversent le temps et des visiteurs qui, aujourd'hui encore, murmurent que l'Amérique cache bien des ombres. Merci d'avoir suivi cette plongée au cœur des lieux les plus hantés d'Amérique. Si cette vidéo vous a captivé, pensez à vous abonner, à liker et à partager, et aussi à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À bientôt!